S'il appuyait sur le bouton nucléaire, quelles conséquences pour la France? Quelles décisions seraient prises immédiatement par l'OTAN? On va voir ça dans cette enquête d'Isabelle Quintard, Clément Granon, Alexandre Funel. Dans un centre stratégique de l'Alliance Atlantique, une activité inhabituelle vient d'être repérée sur une image satellite en Russie, sur la base de lancement nucléaire de Pessetsk. La scène se passe à 800 km au nord de Moscou. Un missile Satan II vient d'être armé. Tout autour, des militaires russes se pressent. Le lancement est imminent. Ils positionnent des caméras. Il s'agit de faire peur au monde entier grâce aux images de ce missile prêt à frapper n'importe où. Cet engin de 100 tonnes peut transporter des bombes nucléaires. Il a été surnommé Satan II parce qu'il est censé répandre l'enfer là où il s'écrase. Il va extrêmement vite parce qu'il a une vitesse qu'on appelle balistique, c'est-à-dire que vous allez le lancer, il va sortir de l'atmosphère, il va redescendre à une vitesse entre Mach 20 et Mach 25. Donc c'est extrêmement rapide, il peut atteindre Paris en 10 à 15 minutes. Moins d'un quart d'heure pour atteindre la France, moins de 30 minutes pour toucher les États-Unis. À 14h12, le tir est filmé sous tous les angles possibles. Les images vont être reprises par les télévisions du monde entier. Ce tir était en fait un essai, un simple test. Selon les autorités russes, le missile a fini sa course à 6000 km de sa base de lancement, dans la région désertique de Koura, toujours sur le territoire russe. Mais le message est clair. Il est martelé par la télévision russe et par le président Poutine. В Калининграде посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы приезжаете, вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, все, здравствуйте, пролетел. Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Poutine et ses responsables ont proféré plus de menaces nucléaires au cours de l'année écoulée que dans toute l'histoire de l'ère nucléaire. Ils en ont proféré pratiquement tous les jours. C'est pour impressionner les gens et pour rappeler au monde occidental, surtout n'intervenez pas en direct en Ukraine, n'aidez pas les Ukrainiens beaucoup, sinon il y a le nucléaire qui est derrière. C'est l'escalade que le monde redoute depuis Hiroshima. Si on prend le cadre d'une bombe d'Hiroshima, à peu près 20 kilotonnes sur Paris, c'est plus de 500 000 personnes qui décèdent en un instant, qui sont vaporisées, qui disparaissent. Si vous déclenchez une guerre nucléaire, il n'y a qu'un seul moyen que cette guerre se termine. C'est la destruction mutuelle assurée. On est rentré très concrètement dans un grand dérèglement que personne ne comprend. Parce qu'il y a des dirigeants imprudents autour de nous, je pense que nous vivons une période dangereuse en ce qui concerne la possibilité d'une guerre nucléaire. Que se passerait-il si un jour le tir n'était pas un test? Si un missile nucléaire était vraiment lancé par les forces russes? Quelles seraient les conséquences pour la France? Quelles décisions seraient prises immédiatement par l'OTAN? Quels garde-fous seraient actionnés? Quelle riposte serait décidée si Poutine appuyait sur le bouton nucléaire?
En cas d'alerte, l'OTAN dispose d'un premier outil particulièrement sophistiqué, les AWACS. Sur cette base aérienne en Allemagne, un Boeing 707 s'apprête à démarrer sa mission de contrôle. Il est reconnaissable grâce à ce rotodome, un radar de 9 mètres de diamètre. The time to go to the spare, get him refueled, go to the spare pre-flight and take off, it's at least from now. Ces avions, ce sont les yeux de l'OTAN. So it's going to be co-pilots take off. Capables de repérer des bombardiers à plus de 400 km de distance. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils survolent la frontière est de l'OTAN, au plus près de la Russie et de l'Ukraine. Là, on est à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, donc au plus proche en fait de la Biélorussie, et on surveille ce qui se passe côté Biélorussie, enclave Kaliningrad, et bien entendu l'Ukraine, le nord-ouest de l'Ukraine. Dans cet avion, 32 militaires issus des différents pays membres de l'OTAN. Sur leurs écrans, ils peuvent voir et identifier tout appareil, même ceux qui volent radar éteint. S'ils détectent un avion suspect, ils peuvent prévenir aussitôt 2 avions de chasse qui patrouillent à proximité. Ces 2 F-16 sont prêts à intervenir au cas où quelque chose devrait venir vers l'OTAN. Et alors, on peut les contrôler, les diriger vers la target. Un dispositif impressionnant face à la plus grande menace du monde. La Russie est la puissance avec le plus grand nombre d'armes nucléaires. 6255 ogives contre 5550 pour les Américains et 290 pour la France. La Russie possède également la triade nucléaire, c'est-à-dire les moyens de nous attaquer par les airs avec 66 bombardiers, la mer avec 10 sous-marins et la terre. Les 47 sites de stockage d'armes nucléaires russes sont tous répertoriés et surveillés 24 heures sur 24. Depuis le 24 février, toutes les agences de renseignement occidentales accordent une importance énorme à la surveillance du complexe nucléaire russe. Chaque changement, chaque mouvement, chaque déplacement est surveillé, analysé de manière très étroite pour savoir s'il y a quelque chose de curieux, quelque chose d'inhabituel qui pourrait signaler une mise en alerte de forces nucléaires, par exemple. L'OTAN observe notamment les mouvements autour des 527 lanceurs de missiles que possède la Russie. Ces missiles peuvent être tirés depuis des camions, des trains ou des puits de béton que l'on appelle des silos. Et même si les lanceurs sont enterrés, des indices peuvent donner l'alerte. Les Russes, par exemple, ont beaucoup de missiles qui sont des missiles à combustible liquide. Donc on fait le plein avant le décollage. Alors parfois on voit arriver les camions citernes pour faire le plein, parfois ces canalisations sont enterrées. Si 2 camions sortaient par exemple de l'un des sites de stockage des armes nucléaires, ce mouvement serait immédiatement considéré comme inquiétant. On va probablement décrocher un téléphone rouge pour appeler en face en disant « Vous auriez pas oublié de nous dire que vous êtes en train de faire un essai ?» Enfin, on va vérifier qu'il s'agit bien d'une menace réelle et non pas d'un exercice d'entraînement. Le dialogue entre la Russie et les États-Unis n'a jamais été rompu, même après le début de la guerre en Ukraine. Le général Milley, le président des chefs d'état-major américains, a eu des conversations directes avec le chef de l'armée russe. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense des États-Unis, a eu des conversations directes avec le ministre de la Défense russe. Il y a donc eu des échanges individuels de très haut niveau, principalement pour mettre en garde Poutine d'utiliser une arme nucléaire en Ukraine. C'est ce lien constant qui permettrait de lever le doute si une suspicion d'attaque nucléaire était détectée.
D'habitude, c'est plutôt les états-majors qui vont se parler, ou alors peut-être les ministres. Si les présidents devaient se parler, alors ce serait vraiment l'heure la plus grave. Ça veut dire qu'on a besoin de faire passer un message directement de président à président. En principe, la communication en temps de crise, lorsqu'on parle de choses militaires, elle se fait plutôt à un niveau moins élevé. Si au téléphone, Vladimir Poutine restait lui aussi énigmatique. Si le doute n'était toujours pas levé sur la présence de ces camions, il resterait alors une autre possibilité pour découvrir ce qui se passe. Il est assez clair que les États-Unis ont des sources à l'intérieur du Kremlin. C'est l'une des façons dont nous avons su que le Kremlin allait envahir l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine était clairement une décision prise par un très petit groupe de personnes que nous avions identifiées. C'est donc une indication que les services de renseignement américains sont bien informés sur Poutine, sur les gens qui l'entourent, et dans ce cas précis, sur la structure de commandement et de contrôle nucléaire russe. Si le maître du Kremlin décidait de lancer une attaque nucléaire, voici le protocole qu'il pourrait suivre pour déclencher le tir. Il y a un système qui s'appelle la Cheget, c'est une valise dans laquelle il y a un système de transmission, et c'est par là qu'en principe le président russe insérerait son code et donnerait l'ordre, avec des moyens de transmission, d'exécuter tel ou tel type de frappe nucléaire. Et si la menace devenait réelle? Chacun entrerait dès cet instant précis dans une guerre psychologique, où il faudrait évaluer la détermination de son adversaire, tout en ne dévoilant pas son jeu. Il faudrait garder son sang-froid pour éviter l'escalade nucléaire. La dissuasion, c'est un phénomène psychologique. Ça se passe toujours dans la tête de l'adversaire. Oscar Wilde disait « La beauté est dans les yeux de l'autre ». La dissuasion, c'est pareil. Il faut essayer de persuader l'adversaire qu'on a la capacité et la volonté de se défendre contre une agression majeure qui mettrait en cause nos intérêts les plus essentiels. Pour cela, on parle, discours présidentiel. Gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire. C'est un message à la Russie qui consiste à dire nous sommes, comme vous, une puissance nucléaire. Le dialogue peut commencer entre pays qui se respectent et qui montrent qu'ils n'ont pas peur l'un de l'autre. Pour montrer les muscles, l'armée française pourrait aussi armer d'un missile l'un de ses 195 avions de chasse et le faire savoir. Ce sont des mouvements qui peuvent être parfaitement visibles de l'adversaire qui lui-même, avec ses satellites, pourrait voir que la France est en train de procéder à cet armement. Ça peut être le renforcement de la posture des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à la mer. On peut mettre discrètement à l'eau plus de sous-marins que d'habitude pour montrer qu'on est prêt à toute éventualité. Ces sous-marins, au nombre de 4, peuvent se diluer, c'est-à-dire qu'ils plongent dans les eaux afin de devenir invisibles, plus silencieux que les poissons, prêts à frapper à n'importe quel endroit. Une arme redoutable quand on sait que chaque sous-marin nucléaire transporte à lui seul 16 missiles. Chaque missile étant chargé de 6 ogives nucléaires, ce qui représente plusieurs milliers de fois Hiroshima qui peuvent être lancés à tout instant. Cette stratégie de mettre en avant ces armes repose sur un principe aussi simple que terrible, l'équilibre de la terreur. La dissuasion, elle est basée sur la peur que vous inspirez à votre adversaire. Et pourquoi a-t-il peur? Parce qu'il sait que vous avez les capacités que vous prétendez avoir. Sinon, c'est pas la peine. Si vous le menacez avec un pistolet à eau, il se passera rien.
C'est une partie de poker parce qu'on fait croire à l'autre qu'on est prêt à utiliser l'arsenal nucléaire. On parle de bluff. Au poker, si vous jouez, au pire, vous perdez de l'argent. Ici, on perd des milliards d'êtres humains. Pour dissuader leurs ennemis, les États-Unis peuvent aussi activer leur arsenal nucléaire sur le sol européen. Pour frapper plus vite la Russie, certaines bombes nucléaires sont stockées dans 5 pays en Europe. Ces armes, prêtes à servir à tout moment, sont testées régulièrement. Léon Panetta, ancien directeur de la CIA et secrétaire à la Défense sous Obama, a supervisé ces contrôles. En tant que secrétaire à la Défense, j'ai passé beaucoup de temps à m'assurer que toutes nos forces nucléaires soient opérationnelles et que tous ceux qui sont impliqués dans ces terribles décisions comprennent bien le processus à suivre au cas où. Et si le danger se rapproche encore, les avions de l'OTAN peuvent eux aussi être mis en alerte. C'est-à-dire dire aux avions, vous êtes dans les abris bétonnés, mais on rappelle les pilotes, et on peut même aller jusqu'à mettre les pilotes en alerte dans les avions, dans les abris. C'est-à-dire que le temps de décollage, c'est l'allumage du réacteur, le lancement, en 5 minutes, ils sont en l'air. Tous les présidents des forces nucléaires se tiendraient informés en temps réel, en cas de déplacement à l'étranger. C'est leur aide de camp qui devrait assurer ce lien. Afin de permettre au président de réagir rapidement, un officier militaire lui est affecté. Il le suit partout. Il ne doit pas être à plus d'1 minute du président. Donc si celui-ci monte dans un ascenseur, il le suit. Si le président dort à la Maison-Blanche, l'officier est posté devant sa porte. Il a une mallette attachée au poignet. Et dans cette valise se trouvent tous nos classeurs remplis de frappes militaires préapprouvées. Pierre de Jong a été l'aide de camp de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Il connaît le rôle essentiel du porteur de la mallette nucléaire. Si demain il y a un truc grave qui se passe, une menace, vous voyez, il se passe quelque chose et d'un coup on découvre que les Russes sont en train de monter en puissance et que probablement ils peuvent tirer éventuellement un missile nucléaire dans quelques heures. Et là il faut que le chef de l'État prenne des décisions. Et la décision il peut la prendre effectivement au fond de la pizzeria italienne ou au fin fond du champ de maïs sud-africain. Et là comment il fait pour le faire? Et là le l'aide de camp, il y a une technique, il y a une logique pour que l'aide de camp accompagne, si le président le souhaite, il va accompagner le président dans la décision et dans la décision d'ouvrir le feu. Protégé du souffle et des radiations atomiques, doublement hermétique avec ses portes blindées, le souterrain occupe une surface de 15 mètres sur 30. S'il n'est pas en déplacement à l'étranger, le président français organiserait un conseil de défense au PC Jupiter, un bunker construit dans les années 70 sous l'Élysée. Les cartes du monde sont tendues sur les murs. Voici le PC Jupiter. De cet espace confiné peut être déclenchée la force de frappe française. Il existe très peu d'images de ce lieu ultra sécurisé. L'Élysée peut en quelques secondes actionner les sous-marins, les missiles, les mirages de la force aérienne stratégique. En 2020, Emmanuel Macron y avait réuni plusieurs conseils de défense au moment du Covid. En cas de menace nucléaire, le dispositif est assez similaire. Autour du président, des personnages clés comme l'amiral Jean-Philippe Roland, son chef d'état-major particulier qui le conseillerait. C'est le rôle du Conseil de défense de proposer des options au président de la République qui appellera Joe Biden, qui appellera son homologue britannique, qui appellera Olaf Scholz. Et donc, tout ceci peut se faire dans des temps réduits, mais ce qui est très important, c'est d'avoir des informations fiables sur le bureau pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt,
serait lui chargé de préparer les plans de frappe et les cibles en fonction des différents scénarios. Première hypothèse, un missile russe exploserait au-dessus de la mer Noire. Ça fait pas des dégâts considérables, peut-être quelques bateaux, mais c'est un signal politique. On peut imaginer que ce soit une sorte de démonstration de force de la part de Vladimir Poutine, d'un Poutine un peu désespéré, qui essaie de faire quelque chose qui renverse la table. La mer Noire, c'est un espace international, donc l'OTAN n'est pas agressée, l'Europe n'est pas directement concernée. En plus, si c'est en altitude, ça ne fera pas de retombées radioactives. Mais la probabilité de ce scénario est en fait très faible. Même si ce serait spectaculaire, ce n'est pas assez spectaculaire. Cela n'indique pas suffisamment de détermination. Il est donc plus probable qu'il opterait pour un autre scénario. Ce serait d'utiliser une arme nucléaire relativement petite sur des cibles militaires en Ukraine. C'est la deuxième hypothèse. Une ou plusieurs frappes en Ukraine qui élimineraient un port ou une petite ville. Si la Russie franchissait cette ligne, si elle utilisait une ou une douzaine d'armes nucléaires en Ukraine, ce serait un niveau de destruction jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait une réaction mondiale immédiate. Ce serait un isolement économique total. Les sanctions que vous voyez maintenant sur la Russie semblent dures, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous pourrions faire. Nous pourrions fermer les ports russes en 24 heures. Rien ne sortirait, rien n'entrerait en Russie. Le pays serait complètement isolé à cause de cet événement sans précédent. Troisième hypothèse, un tir visant un pays de l'OTAN. Par exemple, une base aérienne en Pologne. Ou alors, encore plus improbable, une capitale européenne comme Paris. Quels dégâts pourrait provoquer une frappe nucléaire sur l'intérêt vital principal de la France, le centre du pouvoir politique? Alex Wellerstein est un professeur d'histoire spécialiste des armes nucléaires. Il a mis au point un simulateur capable de calculer quels seraient les effets de l'explosion d'une arme nucléaire à l'échelle d'une ville. Nous lui avons demandé de simuler une explosion équivalente à la bombe Hiroshima au-dessus de l'Élysée. Et voici le résultat. Ici, vos chances de survie sont très faibles. Quand vous êtes un peu plus loin, dans ce rayon-là, vous n'êtes plus vraiment dans la zone à risque. Plus on s'éloigne, plus les chances de survie augmentent. Une bombe de 10 kilotonnes détruirait tout de la place de l'Étoile jusqu'au musée du Louvre et provoquerait la mort de plus de 91 000 personnes. Une arme de 100 kilotonnes causerait des destructions massives de la capitale avec plus de 385 000 morts. Cela surprend souvent les gens parce qu'ils pensent qu'avec une explosion nucléaire, tout est détruit, alors que cela dépend de la taille de ces bombes. Là, on parle vraiment d'un cas qui est extrêmement peu probable parce que le gouvernement russe, le président russe, sait qu'en conduisant une attaque nucléaire contre un pays de l'OTAN ou même contre un pays de l'Union européenne, il s'expose à des représailles nucléaires qui seraient catastrophiques pour son pays. Quelle que soit la cible, Poutine briserait-il le tabou nucléaire? Oserait-il vraiment le faire? L'un des problèmes de la dissuasion nucléaire est que vous supposez toujours que l'adversaire a au moins une certaine rationalité pour comprendre que s'il fait quelque chose de stupide, son pays va en payer le prix. Mais si cette personne n'est pas rationnelle, si cette personne ne se soucie pas des conséquences, alors j'ai bien peur que la dissuasion nucléaire ne fonctionne pas très bien. Poutine est-il rationnel? Sa paranoïa et sa mégalomanie ne l'ont-elles pas encore plus coupé de la réalité qu'on ne le pense? S'il ne fait pas d'analyse bénéfice-risque, s'il décide que sa rhétorique est réelle, qu'il pense vraiment que la Russie mène une guerre sainte contre un Occident satanique et pédophile, comme il le prétend,
Eh bien, il pourrait décider de tout envoyer par terre, comme Salomon dans le temple, raser tout simplement. Et lorsque ses forces seront confrontées à la retraite ultime d'Ukraine, il pourrait décider d'appuyer sur le bouton, et il n'y a personne dans l'armée russe qui pourra l'empêcher de faire ça. La question, c'est de savoir si le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées doivent formellement donner leur concours pour que l'ordre soit exécuté, ou si c'est simplement une validation de l'authenticité de l'ordre présidentiel. Personne n'a de certitude absolue sur la manière exacte dont cet ordre doit être donné à Moscou. Dans un cas aussi ultime, la planète deviendrait son terrain de jeu et connaîtrait une onde de choc terrible. Le monde basculerait dans l'irréversible. Quand on pousse quelqu'un dans ses retranchements, on n'est jamais sûr de sa réaction. Et je pense que c'est le cas avec Poutine. Imaginons ce scénario extrême où on voit effectivement une porte de silo qui s'ouvre et un missile qui part. Au bout de quelques secondes, on va savoir où il se dirige et où il va exploser. Si c'est l'Ukraine qui est visée, ou si c'est l'Europe, ou les États-Unis, ou la République démocratique du Congo. Ça prend environ 30 minutes à un missile balistique d'aller de la Russie vers les États-Unis et vice-versa. La première question immédiate se pose. Peut-on intercepter ce missile balistique intercontinental? Les Américains savent déjà arrêter des missiles de courte portée. Avec un missile de longue portée, vous avez plusieurs défis supplémentaires. Vous avez une vitesse accrue. Ce qui signifie que la cible se déplace 2, 3, 4 fois plus vite qu'un missile balistique à courte portée. Et puis, le missile ne se déplace plus dans l'atmosphère, mais dans l'espace. C'est la raison pour laquelle tous nos efforts pour avoir un système de défense anti-missile longue portée ont échoué, malgré des milliards de dollars et des décennies d'essais. Ce missile intercontinental porte en lui une arme encore plus redoutable qui le rend presque invulnérable. Quand il est hors de l'atmosphère, le missile, sa tête va se déployer. Et les bombes qui sont à l'intérieur, puisqu'il y en a en général plusieurs, vont se détacher. Elles ont des trajectoires qui peuvent être indépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont chacune viser leur objectif. Et elles sont accompagnées par ce qu'on appelle un cortège. Et le cortège, ce sont des leurres. Ce qui fait que brutalement, sur les radars qui suivent cette tête unique, ils vont voir, pouf, 10, 20, 30, 40, 50 objets qui vont saturer leur détection. Et là, c'est plus un objet que vous devez arrêter, c'est 50. Si rien ne peut l'arrêter, peut-on fuir? Peut-on y échapper d'une manière ou d'une autre? Le problème est que vous ne pouvez pas forcément savoir où une bombe va exploser ou quelle sera sa taille. Si vous êtes exactement à l'endroit où la bombe explose, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes probablement mort avant même de vous en rendre compte. Et si un pays de l'OTAN était visé, en vertu de l'article 5, l'Alliance pourrait à son tour déclencher le feu nucléaire. En France, comme aux États-Unis, cette décision ne repose que sur un seul homme, le président. Un président n'a besoin de l'approbation de personne, ni du secrétaire à la Défense, ni du Congrès, même pas de la Cour suprême. Une seule personne aux États-Unis a la capacité de mettre fin à la civilisation humaine,
Le système a été pensé pour être rapide, efficace et qui ne puisse pas être discuté. Donc si le président ordonne une frappe nucléaire, la chaîne de commandement présume qu'il y a une bonne raison à cela. Et ils appliqueront cet ordre. Le seul moyen de l'en empêcher serait une mutinerie à grande échelle, les généraux refusant d'obéir. Le président de la République est le seul habilité à déclencher le feu nucléaire. C'est aussi pour cela, les Français ne le savent pas toujours, que nous l'élisons au suffrage universel direct. Monsieur le Président de la République, dimanche dernier, vous avez recueilli 20 743 128 voix au second tour de l'élection présidentielle, soit la majorité absolue des suffrages. Le général de Gaulle voulait que le chef de l'État ait la légitimité nécessaire vis-à-vis du reste du monde pour pouvoir être en mesure de prendre cette décision terrible si nécessaire. C'est la fonction ultime du chef de l'État, si vous voulez, de détruire votre adversaire, ce qui est quand même absolument incroyable. Ce qui implique un chef d'État qui soit compétent, coordonné, capable de comprendre. Donc ça implique des qualités presque supérieures. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Pierre de Jong fait partie du tout petit nombre de personnes qui connaît la procédure. Alors je ne peux pas vous le dire, parce que c'est le dernier secret de la République, et on est très peu à le posséder, donc si je suis l'homme qui le diffuse aujourd'hui, je vais aller en prison directement, donc je ne peux pas vous le dire. C'est le dernier secret de la République, je veux dire que c'est vraiment un vrai secret. Dans l'imaginaire collectif, le président ouvre une mallette et insère un code. On imagine une espèce de boîte mystérieuse qui serait ouverte, vous voyez, avec des boutons rouges, des boutons jaunes, qui va clignoter. Alors je mettrai mon œil, le fin du fin, je mets mon œil, ça m'identifie, je mets les doigts, enfin il y a un truc formidable, un film américain quoi. Donc on imagine un processus qui soit très technique. En fait, il n'est pas technique du tout. C'est un processus qui est parfaitement humain, dans lequel on se décrypte les uns les autres, et avec une telle simplicité, une telle facilité, qui fait que même si on m'attrape, ou même si on attrape le chef de l'État avec des chiffres ou avec quelque chose, on ne saura pas ce que c'est, et on ne pourra pas l'utiliser. C'est ça qui est formidable. Ça n'est pas forcément une suite de lettres ou de chiffres, ça peut être un code biométrique, ça peut être un objet, mais le code est un symbole. Ce que l'on sait, c'est que jusque dans les années 1980 au moins, le code était écrit sur une petite carte. Il y a une époque, celle du général de Gaulle, où il y avait effectivement un code nucléaire identifié, fait de quelques chiffres et de quelques lettres. Et le général de Gaulle l'avait fait mettre dans un médaillon, où il y avait d'un côté le code de la force nucléaire, un code très simple à l'époque, c'est plus compliqué aujourd'hui, et de l'autre côté, la photo de sa fille Anne. Et ce symbole, on y lira ce que l'on veut, mais c'était peut-être une manière de dire que c'était les deux choses les plus précieuses à son cœur et à son esprit. Pour que l'ordre présidentiel passe, d'autres hommes et femmes doivent ensuite enclencher le tir. Le vice-amiral Vichot a longtemps fait partie de ces hommes-là. J'ai servi pendant 22 ans dans les forces sous-marines, dont plus d'une dizaine d'années à bord des sous-marins nucléaires d'attaque, puis du sous-marin nucléaire lanceur d'engins. J'ai plus de 20 000 heures de plongée, en durée cumulée, c'est-à-dire que j'ai passé plus de 3 ans de ma vie sous la mer. Dans ces sous-marins, même à 300 mètres de profondeur, l'équipage peut recevoir l'ordre du président grâce à des récepteurs particuliers. Nous, à bord des sous-marins, on veille en permanence certains émetteurs, qui sont des émetteurs basse fréquence, voire très basse fréquence. Pourquoi? Parce que seules ces fréquences radio basses ou très basses pénètrent dans l'eau. Et donc sont capables d'atteindre nos récepteurs, le récepteur du sous-marin. Donc un sous-marin, même en plongée, même profondément, est capable de recevoir les ordres du président. Une fois le signal transmis, la manœuvre de tir doit être actionnée par 2 personnes. Donc c'est un message unique qu'on a reçu, et ce message unique, il est déchiffré séparément par le commandant et par le second du bateau, le commandant dans son bureau, le second dans son bureau,
Ensuite, on compare le résultat pour vérifier qu'on a bien la même chose. Et ensuite, chacun va aller l'introduire dans les calculateurs du sous-marin. Le commandant et son adjoint ont chacun une partie du mécanisme pour lancer le missile. Ils prennent chacun leurs ordres dans une partie du sous-marin. Ils tournent la clé, le missile part. Une fois que l'ordre est donné par le président de la République, il est absolument impossible de revenir en arrière. Parce que justement, le président pourrait potentiellement être empêché après avoir donné l'ordre. Donc on considère que s'il a été donné, alors il y a une bonne raison de le faire. Et donc il n'est pas possible de retourner en arrière. Même la mort du président ne pourrait empêcher le feu nucléaire.